Avant de commencer, peut-être juste dire quelques mots effectivement sur les éléments de contexte qui expliquent ma présence ici, parce que je ne suis pas spécialiste à la base de sport collectif et encore moins de rugby, mais j'ai une grande appétence pour les activités collectives, puisqu'il me semble que c'est un sujet particulier qui illustre la démarche dans laquelle je me situe, en l'occurrence l'approche qu'on appelle la dynamique écologique, euh, qui consiste à étudier une équipe comme un système, hein, et dont la définition la plus simple serait de dire que le tout, c'est plus que la somme des parties. Et quand on considère ce système comme complexe, c'est qu'en fait, on définit la complexité par les interactions qui sont indissociables entre les personnes. Donc, forcément, s'intéresser à un système, c'est s'intéresser aux interactions des éléments de ce système. Donc, une fois qu'on a compris ça, eh bien, on se rend bien compte de l'importance de travailler sur le collectif et de savoir qu'une somme d'individus ne constitue pas une équipe. Donc ça a amené ce projet Team Sport qui est piloté par Michael Campo, hein, qui est aussi enseignant-chercheur, mais détaché en partie à la Fédération française de rugby, qui travaille en psychologie sociale sur, en l'occurrence, la place de la dynamique identitaire, donc le fait d'être orienté vers le collectif ou d'être orienté vers l'individu. Et pour la collaboration que j'ai avec lui dans ce projet, eh bien, comment ces dynamiques identitaires a un impact sur du coup, les coordinations interpersonnelles, sur les interactions entre les joueurs. Donc, c'est à travers ce prisme que je me suis fortement intéressé aux activités collectives. Donc, comprendre comment le fait qu'on soit orienté vers soi, donc poursuivre des buts individuels ou poursuivre des buts qui sont liés à ceux de l'équipe, eh bien, peut influencer la façon de collaborer avec les autres et puis et de s'opposer également à une autre équipe. Ça vu sous l'angle donc de la dynamique écologique. Donc c'est à travers ce prisme-là que ce soir je vais vous présenter comment on pourrait envisager le développement des habiletés perceptivo-motrices chez les jeunes et en particulier en rugby. Et vous proposer ce que j'avais déjà brièvement évoqué lors de mon dernière intervention sur Science Rugby en 2019, une pédagogie non linéaire. Et je remercie vivement Sébastien pour sa présentation, puisqu'il a dit une grande partie des choses que je vais redire. Mais comme on dit souvent, pour enfoncer un clou, il faut taper plusieurs fois. Donc c'est un peu ce qu'on va faire. Ce que dit l'approche dynamique écologique et qui propose du coup une autre vision de l'apprenant et du développement des jeunes, hein, c'est qu'en fait, on part du principe que le jeune, ce n'est pas un système clos. Vous voyez, ce n'est pas un individu qui agit de façon autonome et qui est complètement hermétique à l'extérieur, l'extérieur étant les autres, c'est-à-dire les partenaires, mais aussi les défenseurs. Et plus largement, on pourrait dire du coup, l'individu, il est en interaction avec un ensemble de contraintes. Alors, ces contraintes, on peut les résumer assez facilement par ce triangle, hein. Donc, en gros, la tâche dans laquelle on est, que ce soit en compétition ou à l'entraînement, l'environnement dans lequel on est, parce que si on joue sur un terrain de rugby qui est détrempé, eh bien forcément, ce n'est pas les mêmes conditions que si on joue sur un terrain qui est sec. Donc, vous voyez, un exemple de la chaleur, de l'humidité, bref, toutes les conditions environnementales qui font que chaque match est unique. Et puis, comme on l'a bien compris à travers l'intervention de Sébastien, eh bien, les contraintes de l'organisme, parce qu'encore une fois, selon votre rapport, notamment poids, taille, eh bien, aux différents âges de votre croissance, eh bien, vous présentez des caractéristiques différentes qui fait que vous êtes plus ou moins disposé à certains types d'actions, d'habiletés. Et puis, dans ces contraintes de l'organisme, eh bien, on sait qu'il y a un enjeu assez important dans les fédérations qui est souvent autour de la détection des talents. Et plus tard, quand les joueurs vont se spécialiser, eh bien, la notion de poste de jeu ou de rôle dans l'équipe qui fait qu'en fonction du gabarit, on va jouer à un poste plutôt qu'à un autre. Donc, vous voyez que ces contraintes de l'organisme-là, elles pèsent quand même beaucoup sur la façon dont on va s'engager dans l'équipe et dans la façon dont on va prendre les informations dans son environnement. Et donc, cette notion de perception et d'action, hein, dans notre approche, on parle d'un couplage, parce qu'en fait, c'est une relation qui est construite. Ça veut dire qu'on ne prend pas de l'information en étant assis dans son canapé, mais on prend de l'information à travers les actions qu'on génère.
Donc ça, c'est fondamental. Ça veut dire qu'un jeune qu'on laisserait à l'arrêt, à qui on expliquerait un certain nombre de choses dont il devrait s'emparer, telles que les proposent certaines approches cognitivistes, même si je ne les critique pas plus que ça, me semble quand même limité. Donc, voilà, dans ces approches cognitivistes qui reposent sur ce qu'on appelle le traitement de l'information, eh bien, on part quand même du principe qu'avant d'agir, le jeune a besoin de connaître un certain nombre de choses. Donc, on doit lui donner un certain nombre de connaissances. Alors, par exemple, les règles du jeu. Hein. On pourrait imaginer que si on ne connaît pas les règles du jeu, on ne saura pas bien jouer au rugby. Mais on pourrait imaginer aussi qu'on pourrait donner des règles minimales qui servent juste à assurer la sécurité des enfants. Et puis qu'ensuite, pour les règles qui sont non essentielles, eh bien, elles pourraient très bien émerger, c'est-à-dire devenir utiles de par les interactions qu'ils ont entre eux. Et finalement, des fois, à partir de jeux tout simples de gain de terrain, eh bien, on construit l'utilité de la règle. La notion de soutien, par exemple, pourrait tout à fait émerger des contraintes qu'on pourrait poser sur le jeu. Donc voilà, le message relativement clair qu'il y a à travers cette figure, c'est de dire que le développement du jeune, ce n'est pas forcément, comme vous le voyez sur l'image du bas, hein, cette main-là qui pilote le jeune, cette main pouvant être l'éducateur ou l'instructeur qui dit au jeune quoi faire, comment faire, en lui inculquant un certain nombre de connaissances qui sont des préalables à l'action. Mais au contraire, le jeune pourrait être vu comme cette petite figure à droite, là, hein, où en fait, ce qu'il fait avec sa main droite a un impact sur ce qui va se passer au niveau de sa main gauche et puis de ses membres inférieurs, et puis aussi de ses voisins, de ses partenaires, mais aussi des défenseurs ou de ses opposants. Donc finalement, c'est un ensemble de systèmes hein, qui sont imbriqués les uns dans les autres. Et puis, quand on agit sur un petit élément du système, finalement, on en change complètement sa configuration. Et puis, selon comment on agit, eh bien, on le déstabilise plus ou moins. Et donc, il faudrait accepter, en tant qu'éducateur, qu'on n'a pas une emprise totale sur le développement des habiletés perceptives et motrices des jeunes, mais qu'ils ont tout à fait une capacité à s'auto-organiser, c'est-à-dire à s'auto-réguler, sans cette intervention externe de l'entraîneur. Alors, ça ne veut pas dire que l'entraînement, c'est l'anarchie. Ça veut juste dire que la prescription à outrance ne garantit pas forcément le développement du jeune, parce que Sébastien l'a très bien dit, ça peut poser des problèmes de motivation, mais aussi en fonction de comment les jeunes se développent en termes de croissance et de maturation, eh bien, on voit bien qu'il faut adapter les exercices, il faut adapter les consignes, il faut adapter du coup l'aménagement de l'environnement pour que chacun y fasse son chemin. Donc, ce qu'on essaie de mettre en avant à travers cette approche de la dynamique écologique, c'est le fait que séparer l'individu du contexte dans lequel il joue n'a pas de sens. Et donc, qu'à un moment donné, l'entraîneur, c'est aussi quelqu'un qui ne peut pas séparer l'individu du contexte en basant ses modèles d'entraînement sur le comportement de l'expert qu'il faut suivre à tout prix et un chemin unique pour y accéder. Mais à l'inverse, qu'il existe différents chemins d'accès à la performance et que cette performance, eh bien, si c'est un chemin individuel, alors il émerge des contraintes que l'individu rencontre et de la façon dont il y fait face. Du coup, vous voyez qu'on arrive sur des positions de l'entraîneur qui sont un petit peu différentes. D'un côté, on pourrait dire qu'il y a l'entraîneur-instructeur qui prescrit, hein, comme un médecin qui prescrit des médicaments, qui prescrit des connaissances, qui prescrit des procédures, qui prescrit, on pourrait même imaginer un schéma technico-tactique dans lequel le jeune pourrait être un peu enfermé. Et on appelle ce type de modèle un modèle top-down, c'est-à-dire top, c'est l'entraîneur, down, ça descend jusqu'aux entraîneurs, aux joueurs, pardon, dont le modèle de référence, c'est l'expert. C'est-à-dire, en gros, on se rapproche pas à pas de l'expertise à travers des actions de planification, réalisation, et on révise à chaque fois qu'on s'éloigne de ce modèle expert. Alors, le problème du modèle expert, encore une fois, c'est qu'il est basé sur des connaissances qui sont immuables, qui semblent être universelles, mais qui finalement, on l'a bien compris à travers les propos de Sébastien, quand chacun se développe à sa vitesse et suit des pics de croissance un petit peu différents, eh bien finalement, ce modèle unique ne sied pas à tout le monde. Et donc, vouloir comparer les uns aux autres alors qu'on avance à des vitesses différentes, on pourrait questionner son utilité, y compris dans le développement des habiletés perceptives et motrices.
Et donc, dans l'approche dans laquelle je m'inscris, de la dynamique écologique, hein, avec mes collègues, donc, Kes Davids, Chris Button, Duarte Araujo et Jai Cho, qui ont à peu près donc on essaie on a harmonisé un petit peu notre vision autour de l'entraîneur comme un designer, donc quelqu'un qui est plutôt un architecte, qui aménage l'environnement, qui manipule un certain nombre de contraintes pour guider l'apprenant. Alors évidemment, aménager les contraintes, aménager l'environnement et manipuler des contraintes, ça n'a rien de magique, hein. Ça ne veut pas dire qu'on met des plots à droite et puis des cerceaux à gauche et puis que tout d'un coup la solution miracle arrive. Ça veut quand même dire qu'il y a une de supervision de l'entraîneur, mais c'est juste que cette supervision ne vient pas jusqu'à la prescription de l'organisation du mouvement. En fait, cet aménagement vise à éduquer à l'intention, et c'est pour ça que le premier niveau de ce modèle, il est plutôt basé sur l'exploration. L'exploration vise à aménager l'environnement pour éduquer le jeune à l'intention. Donc, on veut que les jeunes aient des intentions. Encore une fois, éduquer à l'intention, c'est éveiller la curiosité des jeunes et développer chez eux la créativité et les solliciter, en fait, hein, c'est-à-dire les rendre acteurs. Et c'est pour ça qu'on parle d'un modèle qui est basé sur la co-construction. Quelque part, ils sont partie prenante de la solution, de la création de la solution. Ça passe notamment par des stratégies pédagogiques de type situation de résolution de problèmes, qui existent également dans les approches cognitivistes. La seule chose, c'est qu'on ne leur demande pas dans les approches écologiques de résoudre ces problèmes par un raisonnement et par de la verbalisation, de la conscientisation, mais par l'action. C'est-à-dire, le problème est posé par la situation et c'est en faisant que l'on résout le problème. La deuxième étape qui serait proposée, c'est ce qu'on appelle la découverte. Alors, en quoi elle se distingue de l'exploration? C'est qu'une fois que le but est fixé, que l'intention est éduquée, eh bien, c'est éduquer à l'attention cette fois. Donc, ce qui distingue l'intention de l'attention, c'est que l'intention, eh bien, ça veut dire qu'on est engagé dans une action qui est finalisée, qui est orientée vers un but. L'attention, ce sont les informations qu'on va prendre en compte pour atteindre ce but. Et encore une fois, là où on se distingue des approches cognitivistes, c'est qu'on n'est pas basé sur des propriétés qu'on va appeler structurelles, hein, de l'environnement, de la tâche. On n'est pas basé sur des métriques comme des distances. Donc, on n'éduque pas le jeune à des distances, mais davantage à des propriétés fonctionnelles, c'est-à-dire des types d'actions. Est-ce que là, je peux passer dans cet intervalle? Est-ce que je suis à distance de passe? Est-ce que là, je suis, en termes d'opposition, je suis suffisamment loin pour ne pas me faire plaquer ou me faire toucher? Donc, on raisonne davantage en termes d'actions faisables ou d'actions infaisables. Et donc, on apprend finalement, quand on éduque à l'attention, à distinguer le réalisable du non réalisable plutôt que d'apprendre des métriques, c'est-à-dire, encore une fois, des distances à laquelle il faudrait se situer, qui encore une fois, sont des propriétés peut-être peu transformables en action, alors que d'éduquer tout de suite aux aspects fonctionnels, c'est éduquer aux actions possibles. On appelle ça les affordances. Voilà. Et enfin, le troisième point, c'est développer l'adaptation, ou plutôt l'adaptabilité. On sait très bien que l'expert, c'est quelqu'un qui automatise, hein, qui a des routines, parce que ça lui coûte beaucoup moins. Et donc, on dit qu'on vise la stabilité. Mais quelqu'un qui travaillerait uniquement ou qui se comporterait uniquement par routine, eh bien, c'est quelqu'un qui en oublierait d'être flexible. Et quand à un moment donné, on met en place un schéma tactique qui ne fonctionne pas, eh bien, il faut savoir en sortir et donc il faut savoir être flexible. Donc finalement, ce qui compte, c'est d'avoir un certain nombre d'enclenchements, hein, enclencher un certain nombre de schémas, mais aussi être capable d'en sortir dès qu'on voit que ce n'est plus opérationnel. Et donc cette flexibilité, eh bien, je vous proposerai après différentes façons de la travailler. Donc, ces trois stades ou ces trois étapes, on pourrait dire, correspondent à trois étapes du développement des habiletés chez le jeune. Donc, l'éducation, pour résumer, hein, l'éducation à l'intention, c'est détecter les opportunités d'action, mettre l'accent sur la finalité de l'action plutôt que sur la technique qui doit être au service d'un but. Par exemple, un expert, c'est un joueur qui est capable de restreindre les opportunités données à l'adversaire tout en augmentant ses propres possibilités ou celles de ses partenaires. Donc, être capable
de venir en soutien, de créer des décalages, de fixer pour ensuite, ou d'aller dans l'intervalle. Ici, on éduque, vous voyez, aux intentions, c'est-à-dire on développe des intentions chez les joueurs. Cela permet de développer la créativité plutôt que de le focaliser encore une fois, sur des métriques qui peuvent emprisonner. Alors, pourquoi les métriques ne sont pas forcément intéressantes? Parce qu'encore une fois, si on n'a pas la même vitesse de déplacement, eh bien, 3 mètres pour l'un ne sera pas couvert dans la même durée que 3 mètres pour un autre joueur. Donc, vous comprenez bien que s'arrêter sur des métriques, quand je dis des métriques, c'est-à-dire des données spatiales ou temporelles qui viendraient baliser la façon de s'organiser sur le terrain, eh bien, ne sied pas, encore une fois, aux ressources de chacun. J'avais parlé de la deuxième étape qui était découvrir. Donc, éduquer à l'attention, c'est découvrir des solutions qui soient fonctionnelles, encore une fois. Hein. Ça veut dire qu'on vise l'atteinte du but plutôt que des techniques. L'acquisition de techniques n'a d'intérêt que si elle permet d'atteindre un but. Donc, la technique pour la technique ne semble pas opérationnelle. Pourquoi? Parce qu'elle ne permet pas de rattacher l'attention à l'intention. La technique n'est pas une finalité en soi. Encore une fois, la technique n'a d'usage que pour atteindre un but. Et ce que l'on vise à travers le développement de la technique, eh bien, c'est le fait qu'elle soit contextualisée pour plus tard favoriser ce qu'on appelle le transfert d'habileté. Donc là encore, hein, ce qui semble très intéressant chez les jeunes, c'est le transfert d'habileté. Alors, on pourrait définir assez simplement le transfert d'habileté. C'est le fait de d'utiliser une habileté dans un contexte et être capable de la transférer, donc de l'utiliser dans un autre contexte, dans un contexte légèrement nouveau. Et donc, d'apprendre aux jeunes à reconnaître l'aire de famille qui est entre deux situations pour savoir quelle habileté transposer et quoi garder, quoi changer dans l'habileté motrice. Ce qui est différent de cette troisième étape d'adaptation, où là, on n'est plus dans favoriser le transfert d'habileté, mais on est plus dans favoriser le transfert d'apprentissage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand il faut choisir entre stabilité, on fait la même chose, flexibilité, on change, eh bien, finalement, ce qui est au centre de ce rapport entre flexibilité et stabilité, c'est la prise de décision. Il ne faut pas être stable dans l'absolu, il ne faut pas être flexible dans l'absolu, mais il faut être stable quand c'est nécessaire, résister à une perturbation, c'est ce qu'on appelle la robustesse, mais d'un autre côté, il faut aussi être flexible, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si résister, c'est se blesser, ou résister, c'est s'entêter dans une stratégie qui ne fonctionne pas, et il faut être capable d'en changer. Et finalement, éduquer à cette prise de décision, c'est être capable d'apprendre à apprendre, c'est-à-dire de s'auto-réguler et de s'auto-contrôler. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle le transfert d'apprentissage, apprendre à apprendre, et ce qui me semble un élément important chez les jeunes, encore une fois, pour éviter que le jeune soit complètement dépendant de vous. Si vous êtes dans la prescription, le jeune applique. Si vous êtes dans l'éducation, le jeune apprend à apprendre, donc apprend à se réguler. Ce qui m'amène sur un deuxième point dans la présentation, c'est comment cette vision de développement des habiletés motrices s'inscrit dans une pédagogie qu'on pourrait appeler la pédagogie non linéaire, avec ce très bel ouvrage qui a été coordonné par Jai Cho. Alors, une pédagogie non linéaire, pourquoi non linéaire? Parce qu'en fait, il n'y a pas de linéarité, c'est-à-dire il n'y a pas une relation proportionnelle ou de cause à effet on va dire direct entre, par exemple, la quantité de pratique et les résultats obtenus, la performance obtenue. Tout à l'heure, Sébastien disait qu'il ne fallait pas nécessairement, il fallait pas privilégier la quantité à l'entraînement, mais la qualité du développement des habiletés. Je souscris complètement à cela. Ce n'est pas parce qu'on augmente la quantité de pratique qu'on va augmenter de façon proportionnelle et linéaire la performance. Bien au contraire, ça peut nuire au développement des qualités. Donc, une approche non linéaire, c'est plutôt une approche qui dit que dans l'apprentissage, eh bien, il y a des moments où on stagne et puis il y a des moments où on a un déclic et où, une fois qu'on a eu ce déclic, eh bien, il convient de stabiliser la nouvelle solution qui a émergé. Une approche non linéaire, c'est aussi le fait qu'entre entre les informations qui sont données ou l'aménagement qui est réalisé, eh bien, il ne va pas y avoir une réponse similaire ou plutôt linéaire de l'apprenant.
Je vais donner un exemple tout bête. Vous voulez éduquer à la foulée. Tout à l'heure, on a parlé de jeux athlétiques. Si vous voulez développer différentes formes de foulée et que vous augmentez, je ne sais pas, vous faites un parcours de lattes, vous augmentez la taille, l'intervalle entre les lattes, eh bien, la foulée de votre athlète ne va pas forcément augmenter de façon proportionnelle. Mais il va peut-être passer par des façons de faire, de s'organiser qui seront différentes. Parce qu'à un moment donné, il ne va plus simplement courir, mais il va être dans une autre motricité qui sera une motricité de franchissement. On le voit notamment pour les haies. Hein. Dès qu'on est sur des hauteurs de haies qui sont faibles, eh bien, on reste dans une modalité de course. Et puis dès qu'on est sur des haies qui sont plus élevées, on est sur des modalités de saut. Bon, ben, je pense qu'être capable d'organiser une pratique où vous mettez des haies à hauteur variable et des lattes à distance variable permet d'éduquer à des courses irrégulières telles qu'on peut les trouver en rugby, puisqu'on n'est jamais, on a tout le temps des obstacles à éviter, des adversaires à éviter. Donc, encore une fois, c'est un exemple qui m'avait été donné quand j'avais discuté avec un entraîneur de rugby féminin qui me disait on a beaucoup de filles qui se blessent en rugby parce qu'on a beaucoup de filles qui viennent de l'athlétisme et malheureusement, elles ont l'habitude de courir en ligne, mais elles ne savent pas faire des changements de direction. Donc, elles ont les chevilles fragiles. Et bien, pour moi, ça, c'est un très bon exemple de quand on est jeune, finalement, il faut apprendre à courir en ligne droite, mais il faut aussi apprendre à courir en zigzag. Il faut apprendre à courir pour aller vers l'avant, mais aussi pour aller vers le haut. Et finalement, varier les obstacles, c'est permettre que c'est créer cette non-linéarité qui va permettre l'adaptation des jeunes. Donc, du coup, cette pédagogie, elle est basée sur quoi? Elle est basée sur la co-construction plutôt que sur la prescription. Ça veut dire qu'on donne une part de responsabilité dans l'apprentissage aux jeunes. Elle est basée sur l'émergence. Encore une fois, ça veut dire qu'on met en place un contexte qui est censé faire émerger la solution. Et puis, elle est basée sur l'auto-organisation plutôt que sur la prescription. Ça, c'est lié à des outils tels que la manipulation de contraintes, l'utilisation de la proscription, c'est-à-dire on empêche le jeune d'utiliser ses routines pour l'obliger à aller chercher ailleurs. Donc, on le perturbe, on lui pose des problèmes. Et tout ça, ça a comme intérêt de développer l'autonomie. Pourquoi? Parce que quand on pose un problème à quelqu'un, eh bien, on l'oblige à développer des stratégies d'autocontrôle et d'autorégulation. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on le laisse tout seul dans le néant, mais ça veut dire qu'on le responsabilise, qu'on lui fait prendre des initiatives, plutôt que lui dire exactement ce qu'il a à faire, où il aurait à suivre finalement les choses petit à petit. Alors, ça m'amène sur ce modèle qui a été proposé par Jai Cho, hein, de la pédagogie non linéaire. Alors, vous voyez qu'il est, bon, je suis désolé, il est en anglais, mais en gros, les trois types de contraintes que je vous ai évoquées au début eh bien, amènent un certain nombre de principes qui sont conseillés pour organiser le développement des habiletés perceptives et motrices. Alors, le premier principe, c'est de mettre en place des situations qui soient représentatives de ce que l'on veut acquérir en situation de match. Par exemple, faire des passes à l'arrêt n'a pas de sens. Faire des passes sans opposition n'a pas de sens parce que vous n'éduquez pas à l'attention. Si à un moment donné, vous avez tout le loisir de réceptionner la balle parce que vous êtes à l'arrêt et qu'il n'y a pas d'opposition, vous serez peut-être un très bon receveur ou passeur en étant à l'arrêt. Oui, sauf qu'on sait que le rugby, c'est du mouvement et de l'opposition et des passes qui ne seront pas forcément dans l'axe. Donc, à un moment donné, il faut respecter un développement des habiletés chez les jeunes qui vont éduquer à l'attention parce que si on ne le fait pas très jeune, on ne le fera pas plus tard. Effectivement, regarder à gauche en courant en ligne droite, ce n'est pas naturel. Donc, ça s'éduque. Donc, encore une fois, ça répond à cette problématique de l'éducation à l'attention. Ensuite, il y a des travaux assez présents dans les approches cognitivistes qui ont été repris dans les approches écologiques, qui disent qu'en gros, c'est plus opérationnel de focaliser l'attention sur des aspects externes que sur des aspects internes. Alors, les aspects externes, c'est quoi? C'est le résultat de l'action, c'est-à-dire les effets du mouvement, plutôt que l'organisation du mouvement, c'est-à-dire la forme du mouvement. Donc, à un moment donné, quand on fait ça, qu'est-ce qu'on fait? On éduque aux intentions. Si on a une intention, l'intention de passer la balle en sautant un joueur ou au contraire l'intention de passer la balle le plus vite possible, eh bien, on se focalise sur le résultat, c'est-à-dire une passe rapide. Eh bien, il semblerait, hein, selon les recherches scientifiques, que c'est plus efficace de focaliser l'individu sur le fait que la transmission de la balle doit être rapide plutôt que sur comment s'y prendre pour faire une passe rapide. La raison, elle est relativement simple, c'est que quand on se focalise sur le comment s'y prendre,
souvent le comment s'y prendre, il est efficace dans un contexte donné, et dès qu'on change de contexte, il n'est plus transférable. Donc, on montre qu'il y a des limitations à donner des instructions sur le comment faire. Deuxième problème à un focus interne, c'est que ça induit souvent une conscientisation de la réalisation et ça rompt un peu la fluidité du mouvement. Et c'est d'autant plus vrai que vous aurez des jeunes qui auront développé des routines, puisqu'ils vont se mettre à réfléchir à ce qu'ils font, et donc ils vont encore plus perdre cette fluidité du mouvement. On le voit très bien quand on place les jeunes dans des situations de double tâche. Hein. Dès qu'ils n'ont pas automatisé la première, ben la deuxième consigne qu'on leur donne vient perturber la première. Donc souvent, ce qui a été préconisé, c'est d'utiliser des analogies, puisque finalement, quand on donne une image, eh bien, on reste assez global et ça permet à chacun de trouver sa solution pour répondre au problème. Troisièmement, manipuler des contraintes. Manipuler des contraintes, ça ne veut pas dire empêcher, ça veut dire délimiter l'étendue des possibles. Hein. C'est comme une chèvre qu'on met dans un enclos. On ne l'empêche pas de brouter, mais elle broute dans l'enclos. C'est proscrire plutôt que prescrire. Alors, proscrire, ça veut dire obliger à faire sortir de sa zone de confort, parce que quand on reste dans sa zone de confort, on ne développe pas l'attention. Quatrième principe, favoriser un couplage avec l'environnement. Encore une fois, parce que les situations qu'on a en face de nous sont tout le temps différentes. Donc, focaliser les jeunes sur des aspects fonctionnels de la tâche plutôt que sur des aspects structurels. Les aspects fonctionnels, ce sont les actions à réaliser, plutôt que, comme je vous l'ai bien expliqué tout avant, les aspects structurels qui sont des métriques qui sont des fois peu explicites pour les jeunes. Une des problématiques du développement des habiletés chez les jeunes, hein, c'est le fait que toutes les informations de nature proprioceptive sont très peu accessibles à eux. Et du coup, le fait de développer plutôt des actions nous permet de rester dans des aspects extéroceptifs qui sont visuels ou qui sont tactiles. Enfin, dernier point, l'intérêt de rajouter ce qu'on appelle du bruit ou de la perturbation dans la pratique et d'organiser ce qu'on appelle la pratique variable. Donc, tout à l'heure, je vous parlais de mettre des lattes à différentes distances, des haies à différentes hauteurs. On pourrait imaginer de pratiquer avec des ballons de différentes tailles, plus ou moins gonflés, d'un poids plus ou moins identique, d'une texture un peu différente. On sait très bien que tout ça, ça change encore le niveau d'attention. Donc, créer du bruit pour éviter la routine, pour casser la routine. Pareil, favoriser la pratique variable plutôt que la pratique constante. Éviter de répéter, puisque répéter pour répéter n'amène pas forcément à stabiliser. Au contraire, dans la pratique variable, on voit, quand on fait des essais qui sont sans arrêt différents de ceux qui précèdent, on voit ce qui est commun et on voit ce qui diffère. Donc, on apprend le contraste. La pratique variable, c'est quelque chose qui a été… Alors, on peut imaginer de la variabilité à différents niveaux. Hein. On peut imaginer que, tout à l'heure, ça va aussi dans le sens de la question qui a été posée tout à l'heure, en disant est-ce que dans le rugby, finalement, on a toutes les formes de jeu ou est-ce qu'il faudrait faire du foot ou autre chose. Bien, on pourrait très bien imaginer que dans le rugby, il y a du jeu au pied, mais il y a du jeu à la main. Donc, on pourrait très bien imaginer des formes de jeu au pied avec différents types de ballons, des formes de jeu à la main avec différents types de ballons. On pourrait même imaginer… utiliser d'ailleurs des jeux de raquettes qui permettent de développer un jeu plus aérien qu'un jeu au sol. Donc encore une fois, hein, je pense que vraiment varier les situations, c'est développer tout le panel du type d'information qu'on peut avoir et qui me semble une richesse pour le jeune. Alors, une fois qu'on a brossé un petit peu tous ces principes de la pédagogie non linéaire, quelle implication pour le développement des habiletés perceptivo-motrices? Premièrement, c'est développer l'adaptabilité, c'est-à-dire développer un grand répertoire moteur. Hein. Donc, vous avez bien compris que le but, ce n'est pas de spécialiser très tôt, mais au contraire de varier les expériences. Donc, développer un grand répertoire moteur, surtout la prise de décision, parce qu'au-delà d'avoir dans sa caisse à outils plein d'outils, ce qui compte, c'est plein d'outils, mais savoir lequel prendre. Donc, vous voyez que ce n'est pas simplement multiplier les expériences, c'est multiplier les expériences et les organiser, encore une fois, comme un architecte ou comme un designer intelligent, parce qu'il y a un air de famille entre elles qui fait qu'on ne varie pas la pratique pour varier et on ne varie pas aléatoirement. Ce que l'on cherche à faire quand on varie la pratique, c'est de développer la prise de décision. Donc, ce n'est pas un grand répertoire pour un grand répertoire, c'est un grand répertoire pour éduquer à la prise de décision. Et à la fin, quand on développe la prise de décision, eh bien, ça développe l'autonomie parce qu'on est capable de s'auto-réguler. Quand on voit qu'une décision ne fonctionne pas, on est capable d'en prendre une autre. C'est
c'est ce qu'on appelle le plan ressources, c'est-à-dire planifier ce qu'on pourrait faire, mais garder un plan B au cas où ça ne marche pas. Donc, être capable de se réorganiser. Donc, attention, hein, plus que la quantité des modes d'action, c'est leur adéquation à la tâche. Donc, le choix d'un mode dans le répertoire qui permet une réponse adaptée. Donc, voilà, ce qu'on veut, c'est vraiment développer la prise de décision en plus d'augmenter le répertoire. C'est aussi le fait de pouvoir utiliser plusieurs modes d'action pour une tâche donnée, hein, ce qu'on appelle la multistabilité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si pour faire une chose, eh bien, j'ai qu'une technique et qu'elle ne marche pas, forcément, je ne peux pas y arriver. Si au contraire, j'ai dans ma caisse à outils 3 outils qui me permettent d'arriver à faire la même chose, eh bien, ça va mieux. C'est un peu la clé à molette qu'on est capable de faire varier pour répondre un peu à tous les besoins. Donc, c'est la capacité à transiter d'un mode d'action à un autre, ce qui montre le caractère adaptable du jeune. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'on cherche à développer à travers l'ensemble des expériences. Voyez. Du coup, développer un grand répertoire, ça permet de développer les possibilités de chaque mode d'action. Donc, c'est ce qui fait qu'à la fin, le jeune sera non seulement capable d'être efficace dans un mode d'action, mais il sera capable, autour de ce mode d'action, d'être flexible pour ne pas simplement l'exécuter, mais être capable de feinter, être capable de dissimuler, de camoufler, d'innover. Donc voilà, ce qu'on veut, c'est qu'il soit capable de créer et pas simplement suivre une seule façon de faire. Donc j'arrive sur ce schéma de Davids, qui a un article qu'il a écrit assez récemment, qui propose en gros une échelle avec plusieurs composantes et qui dit qu'en gros, quand on développe les habiletés chez les jeunes, d'un côté, on peut être dans la spécificité précoce, de l'autre, dans la diversification précoce. D'un côté, on peut être dans la monotonie ou dans la variété. D'un côté, on peut être dans structurer la pratique ou au contraire laisser dans le jeu donc des pratiques non structurées. D'un côté, on peut être dans la répétition. De l'autre, on peut être au contraire dans la perturbation. D'un côté, on peut être dans la supervision ou au contraire, on peut être dans l'auto-organisation. Et vous voyez, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut faire tout l'un ou tout l'autre. Je suis juste en train de vous dire que c'est important d'être capable de naviguer quand on prend toutes ces dimensions-là, eh bien, de naviguer et de déplacer les curseurs. Et j'avais cette dernière diapo qui est en relation avec la précédente pour dire que quand on organise la pratique variable, le but, c'est de préserver quand même la sécurité des jeunes. C'est-à-dire que développer l'incertitude, oui, mais pas à tout prix. C'est développer la certitude à condition qu'elle soit ce qu'on appelle safe, qu'elle soit sécuritaire. Donc, c'est plutôt dans ce carré en haut à droite qu'on veut travailler, c'est-à-dire une incertitude sécuritaire. Et je vous remercie pour votre attention. Voilà.